Alors, nous nous retrouvons donc pour étudier quels sont les bénéfices de la participation citoyenne pour la démocratie. Donc, pour aborder ce sujet presque sociétal, j'accueille sur ce plateau Claire Eschbauer. Donc, vous êtes directrice scientifique de l'école pratique de service social, et Roger Su, professeur à la faculté de sciences humaines et sociales à l'Université de Paris, auteur de nombreux ouvrages sur la question démocratique, dont le dernier, je le montre, Le spectre totalitaire, repenser la citoyenneté. Alors avant de débuter nos échanges, je vous propose de découvrir les escales solidaires, un tiers-lieu participatif qui permet à des personnes en difficulté ou non, de travailler ensemble à des projets solidaires, une initiative particulièrement symbolique de la soif de participation dans la société française. Les escales solidaires, ce sont des tiers-lieux participatifs où l'enjeu il est de rompre avec l'isolement des personnes et lutter contre l'exclusion. Grâce à des actions collectives et à des lieux de vie collectifs qui permettent à chacune de se rencontrer. Donc on a une table d'hôtes solidaire qui sont des repas à 2 € qui sont préparés de manière participative, on mange ensemble, on cuisine ensemble, on débarrasse ensemble et on paye tous et toutes 2 €. Je suis bénévole pour Escale Solidaire depuis environ 2 ans. Le brassage entre les salariés, les bénévoles, le brassage même des bénévoles qui viennent de tous horizons, de toute culture, de toute religion, ça c'est fantastique ça. On a aussi tout un champ autour de l'insertion professionnelle qui est assuré par un service d'habitat et humanisme. Et ensuite, on a aussi tout un axe autour de la santé et du bien-être. Des activités qui permettent à chacune de travailler sur son estime de soi, la confiance en soi, et aussi d'interagir avec des personnes du quartier et apprendre à se connaître, quoi. Moi, je pense que c'est le meilleur système à Lyon qu'ailleurs. Tu as des cartes, pourquoi tu viens, faut des tampons, faut des machins, faut te justifier. Et voilà, qu'ici, il n'y a pas besoin de se justifier, tu viens, tu veux boire un café, puis voilà. Quand on vient aux escales, on compte pour les autres et on compte aussi sur soi-même, quoi. Et donc, c'est des lieux où on va pouvoir montrer ses talents, valoriser des compétences. Et ça, c'est pour nous important, qu'on puisse favoriser l'engagement citoyen. Et c'est d'être un lieu où les masques tombent, quoi. Et on est là et on se rencontre et chacun compte les uns pour les autres, quoi. Donc il y a brocoli, céleri, pommes de terre et après il y a des kiwis en petits morceaux et un gâteau aussi avec du pain. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Alors Roger Su, on a longuement évoqué lors des séquences précédentes l'importance, la valeur de la parole des personnes concernées. Mais quels sont les enjeux selon vous de la participation des citoyens dans leur ensemble, au-delà des personnes concernées ? La citoyenneté, c'est pas seulement l'élection. Les citoyens font l'élection, j'allais dire, mais l'élection ne fait pas le citoyen. Ou en tout cas, l'élection ne suffit pas à faire le citoyen. Et en réalité, la citoyenneté, c'est une forme de participation active. Elle avait été pensée essentiellement à l'origine par les révolutionnaires à travers la question du travail. Mais il se trouve que le travail ne réalise plus, au fond, aussi bien l'intégration pour toute une série de raisons, chacun le voit bien. Et parallèlement à ça, les individus sont mieux formés, ont plus envie de s'exprimer. Sont plus éduqués. Sont plus éduqués, Ouais. et donc ont plus envie de prendre la parole. Hein. Voilà, c'est variable avec effectivement le niveau de formation. Donc, il faut trouver absolument de nouveaux espaces citoyens. Parce que sinon, c'est ce qui explique aujourd'hui la résurgence des courants identitaires. Au fond, l'identité aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il y ait des courants identitaires qui soient tellement plus forts, comme on l'entend en permanence dans les médias. Ouais. C'est surtout que l'espace public ne remplit plus son rôle. Et que donc, l'enjeu central aujourd'hui de la participation, puisque c'est le thème que vous avez mis à l'honneur, l'enjeu central, c'est de refabriquer de la citoyenneté. Parce qu'on peut aussi poser la question aussi simplement que ça. Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui ? Et où sont les lieux de citoyenneté ?
D'accord, très bien, je vous remercie. Claire Elbauer, est-ce que vous souhaitez réagir aussi à cette question sur cet enjeu justement de la participation citoyenne et cet enjeu démocratique? Je crois que ce qu'on voit apparaître à travers la participation des personnes, et notamment au sein de l'action sociale, mais plus largement, c'est une nouvelle forme de solidarité. C'est-à-dire qu'on voit apparaître une solidarité qui est plus tout à fait appuyée sur le proche en proche, qui est plus tout à fait appuyée sur les institutions, mais en fait sur les deux en même temps. Et cette nouvelle forme de solidarité qui est finalement, qui se situe entre l'individu et l'institution et qui relie les deux d'une manière assez, je dirais pas nouvelle, mais d'une manière inédite, peut-être inédite. Cette solidarité qui est une solidarité plus d'usage, qui est une solidarité qui est liée finalement au fait de faire usage d'une institution dans le cadre de la solidarité. Cette nouvelle forme finalement dépasse bien largement le travail social et se retrouve dans la société tout entière. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de ces nouvelles formes de solidarité? Quand on avait échangé pour préparer cette émission, vous nous avez donné quelques exemples. Vous pouvez nous en donner un pour illustrer vos propos? Cette solidarité d'usage, c'est celle qui se noue finalement entre une personne usagère d'une institution et une autre personne usagère d'une institution qui vont finalement répondre à leurs besoins à la fois individuels mais à leurs besoins également collectifs sans forcément d'implication de l'institution en premier lieu. C'est-à-dire qu'elles sont un peu en autonomie toutes les deux ou en un groupe de personnes? Pas tant en autonomie, en lien avec l'institution, mais à partir du repérage de leurs propres besoins et de l'expression de leurs propres besoins besoins ainsi adressés à l'institution. D'accord. Ça peut être quoi, par exemple, très concrètement? On voit apparaître ça à travers la paire aidance. On en discutait tout à l'heure, notamment avec la possibilité pour une personne ayant un vécu d'expérience proche d'une autre personne de l'aider, par exemple, à trouver un emploi éventuellement, à se rapprocher d'une association dans le cadre d'une volonté de faire du football, par exemple, finalement d'aider la personne de manière un peu autrement que le ferait un professionnel. D'accord, très bien. Alors, je vois que les internautes nous posent une question et je vais peut-être faire réagir tout de suite Roger sur le sujet, mais on va la découvrir ensemble. Alors, les citoyens souhaitent participer à la réflexion. C'est ce que vous disiez un petit peu d'ailleurs, Roger, je la découvre, mais je pense que ça rejoint une part de ce que vous disiez. Les citoyens souhaitent participer à la réflexion autour de grands sujets qui les concernent, mais ils ne trouvent pas forcément d'espace d'expression en dehors des périodes électorales. Comment est-ce qu'on peut surmonter justement cet obstacle? C'est un constat que vous faisiez, mais comment on arrive à surmonter tout cet obstacle? Cet obstacle, il est surmonté d'abord... Est-il surmontable déjà? Il est surmontable déjà par l'apprentissage. Je veux dire, c'est des choses qui devraient s'apprendre à l'école. Moi, je défends le fait que dès l'âge scolaire, il puisse y avoir un engagement associatif. Il existe des juniors associations dans lesquelles, d'ailleurs, on apprend à travailler l'argumentation, etc. Parce que on parle de participation, on parle d'opinion comme ça, mais c'est une construction. Il faut bien voir que les mouvements populaires n'ont pas toujours forcément raison. Il y a nécessité de trouver des formes d'organisation qui permettent informer, débattre, délibérer. Je veux dire, c'est un processus, la démocratie. Ça n'est pas one shot, ça n'est pas juste une élection. C'est pas, comme le disait Rousseau, 2 secondes, vous êtes libre tous les 5 ans. Et ça, à mon avis, c'est le rôle majeur qu'ont à jouer les associations. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les associations sont extrêmement nombreuses. Et dans des domaines très différents. Dans des domaines très différents. Et qu'elles parlent ensemble, qu'elles font des fédérations, qu'elles ont des têtes de réseau et qu'elles peuvent intervenir au plus haut niveau. Alors on est très loin finalement d'arriver
à ce qui serait idéal, c'est-à-dire à une vraie participation politique, mais c'est quelque chose quand même qui est un mouvement qui est lancé. Après, il faudrait voir comment institutionnellement il peut mieux s'organiser. D'accord, ça c'est tout un programme. Claire, qu'est-ce que justement vous pensez de l'analyse de Roger sur les associations comme ces espaces justement qui pourraient combler et permettre aux citoyens de trouver ces espaces d'expression et de faire entendre leur voix en dehors des périodes électorales? Oui, absolument. Dans nos échanges qui ont effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, précédé cette émission, on avait évoqué le fait que l'association est finalement le moins mauvais des systèmes. Voilà, comme disait Churchill, c'est ça, hein? Oui, pour la démocratie. Voilà, exactement. Voilà, ouais. et aujourd'hui, effectivement, elles deviennent et elles sont des espaces d'expression, j'allais presque jusqu'à dire démocratiques, qui sont... on parlait de corps intermédiaires aussi, mais qui permettent finalement de redébattre et de rediscuter les éléments de politique généraux et de les faire entrer dans la vie quotidienne et dans la vie de tous les jours de chaque personne. D'accord, très bien. Alors justement, sur cette place centrale des associations dans la démocratie, moi je voudrais faire réagir sur le sujet Dominique Lebrun, qui est présidente de l'Uriops Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est avec nous en duplex. Dominique Lebrun, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je suis ravi de pouvoir vous entendre et de pouvoir vous parler. Alors justement, on a beaucoup parlé de la place des associations et de l'importance des associations justement pour faire vivre cette démocratie en dehors de la démocratie de l'élection, en tout cas de ces périodes électorales. Aujourd'hui, c'est quoi l'état actuel entre les associations et les pouvoirs publics? Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit très très bon, donc est-ce que vous pouvez m'en reparler un tout petit peu? Alors, je pense qu'il faut faire une distinction entre le niveau national et le niveau local. Au niveau national, ces dernières années, on est un peu déçu de la qualité du dialogue que nous pouvons avoir dans le cadre des discussions sur l'élaboration des projets de réforme. Il y a certes de la concertation, des groupes de travail, des missions auxquelles nous pouvons être associés, mais on ne peut pas parler réellement de co-construction qui nous permettent de faire évoluer l'offre de services et de pouvoir infléchir certains projets. Alors, il y a quand même une note d'espoir, je pense, liée à la crise sanitaire, puisque on l'a vu quand même dans le dialogue quasi quotidien que notamment le réseau national UNIOPS a avec les services de l'État. Il est clair que là, on a vraiment pu jouer notre rôle d'alerte et d'information sur les difficultés rencontrées par les associations dans ce moment de crise sanitaire et que nous avons été sur certains points entendus encore tout récemment sur la qualité de vie des résidents dans les EHPAD et la possibilité de réinstaurer les sorties. Par contre, ça veut dire que la crise vous a permis d'être plus entendu, donc il y a eu un effet quasiment positif de cette crise? Oui, sur ce point-là, je crois, dans la mesure où là, nous avons vraiment joué ce rôle de faire remonter des besoins du terrain et des besoins des personnes qui étaient concernées, accueillies dans nos établissements et nos services, et donc de pouvoir agir vraiment, nous, en proximité, et de faire remonter cela au niveau de l'État. Au niveau local, par contre, je crois que nous sommes toujours considérés comme des prestataires de services. Nous répondons aux appels à projets comme les autres acteurs, mais notre rôle, et en tout cas la place que nous revendiquons pour la transformation de l'offre, pour vraiment pouvoir participer et créer une passerelle entre les personnes concernées et les services de l'État, ce rôle ne nous est pas reconnu. Et on peut dire là aussi que pendant la crise sanitaire, il y a eu un dialogue, il y a eu beaucoup en fait d'informations transmises par les services de l'État dans nos différents réseaux. Mais c'est surtout nos associations qui ont fait preuve de beaucoup d'inventivité, qui ont trouvé des solutions, qui ont développé des coopérations entre elles sans du tout intervention des services, que ce soit au niveau des ARS ou d'autres services de l'État. D'accord, très bien. Alors vous évoquez parfois un certain
manque de crédibilité, en tout cas du côté des pouvoirs publics, un manque de crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics, des associations. Comment est-ce qu'on arrive à redonner une certaine forme de légitimité, une forme de crédibilité des associations aux yeux des pouvoirs publics? Vous avez évoqué la crise, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers? Alors, il est certain, on l'a vu, qu'il y a quand même beaucoup d'aspirations des citoyens aujourd'hui pour plus de démocratie participative. On voit quand même beaucoup fleurir les conventions citoyennes, les panels de citoyens, même des enquêtes sur les réseaux sociaux diligentées par les services de l'État. Et c'est vrai que pour participer à des débats démocratiques aujourd'hui, les associations ne sont pas du tout reconnues comme pouvant avoir un rôle privilégié dans ce débat démocratique, dans cette démocratie participative. On a encore une image quand même assez vieillotte et par rapport à tous ces outils numériques, on n'est pas considéré comme vraiment des lieux ressources. Alors qu'en fait, et on l'a vu dans les 2 séquences précédentes, c'était très illustratif, nous avons développé depuis longtemps la participation, le recueil de la parole de la personne concernée, l'association, la participation, y compris aux instances de gouvernance. Donc, on sait faire, les associations savent faire, et elles savent que les personnes concernées sont vraiment dépositaires de savoir, d'expérience, et peuvent utilement participer à faire reconnaître et à prendre en compte cette parole. Donc, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'on peut être des lieux intermédiaires, des espaces de parole qu'on a aujourd'hui du mal à trouver pour faire participer ces personnes concernées et vraiment développer une vie de citoyen actif pour les projets de société. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Alors, je voudrais qu'on prenne une nouvelle question des internautes. Alors, c'est un peu en écho avec ce que disait Dominique Lebrun. On insiste beaucoup sur la place des associations dans la démocratie, mais sont-elles toujours exemplaires? Alors, Dominique Lebrun nous dit que oui, elles commencent à l'être de plus en plus sur le recueil de la parole des personnes concernées. Est-ce que, selon vous, elles sont toujours exemplaires en matière de démocratie interne? Alors, ça suppose effectivement la prise en compte de la parole des personnes concernées, mais ça suppose aussi une certaine ouverture de la gouvernance. Je pense à certains conseils d'administration qui sont beaucoup plus masculins, anciens et peu ouverts à la diversité. Est-ce qu'il y a des efforts à faire aussi pour revitaliser la démocratie associative cette fois-ci? Oui, exemplaire, personne n'est jamais exemplaire. Donc oui, il y a sûrement du travail à faire. Il vient d'ailleurs souvent de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les mouvements citoyens, où ils viennent évidemment des jeunes, ce qui est normal. Bien sûr. Et les jeunes souvent refusent précisément les organisations trop organisées, avec des conseils d'administration, etc. Et du même coup, ça pousse quand même les grandes fédérations, y compris l'UNIOPS, je pense, bien sûr. À avoir des réflexions qui m'apparaissent très, très positives. Alors, mais dans votre question exemplarité, il y a une exemplarité par rapport à la gouvernance, par rapport au renouvellement, etc. Mais je voudrais dire aussi, quand on parle d'exemplarité, on renvoie souvent aussi aux associations qui, au fond, ne seraient pas tout à fait associatives ou seraient proches de l'entreprise, etc. Oui, je pense qu'il y a un peu ça dans votre question. Il y a aussi ça. Alors, moi, je voudrais dire quand même que s'il y a bien des organisations qui sont... Je parle des subventionnées, en tout cas, enfin celles qui sont... J'aime pas le mot subvention, d'ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'État qui accorde. Mais non, c'est les Français qui accordent aux Français. Bien sûr. Enfin, il faut quand même se rappeler ça. Ouais, c'est toujours l'État qui décide de qui on va subventionner. Ben non, c'est les Français qui devraient le faire, d'ailleurs. Bon, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais je voudrais dire quand même que ces associations, elles sont... extrêmement contrôlées. Elles sont agréées, elles signent des conventions, elles doivent signer une charte des engagements réciproques, et on vient de leur coller en plus de ça un contrat républicain, qui rate complètement sa cible d'ailleurs, parce que c'est un contrat qui est censé viser des associations déviantes. Or, les associations déviantes, en général, ne demandent pas de subvention. Donc, franchement, ce contrat républicain qui vient rajouter une couche prouve bien quand même que les associations sont extrêmement contrôlées, contrairement à ce que beaucoup pensent. Alors, qu'il y ait eu des scandales, il y en a partout, voilà.
Mais encore, j'insiste sur le fait que les associations vont être obligées d'être plus vertueuses parce que la question de l'associativité qui traverse la société traverse l'ensemble des organisations. Et il y a un certain nombre d'organisations, des start-up, pour ne pas les nommer, ou des entreprises qui disent « Attendez, moi, pour réussir, je fonctionne comme une association. » Donc si les associations veulent véritablement rester l'idéal type de l'associativité, et inspirer la société. Et voilà, il va falloir effectivement qu'elle continue à faire un travail. Mais moi, ce travail, ça avait été rappelé, je trouve, assez justement, ce travail, il est déjà existant au local très souvent. Le problème, c'est de trouver des solutions de continuité qui vont du local au national. Alors, j'ai plein de propositions, mais vous me réinviterez. Très bien. Claire, quelle est votre position sur le sujet, justement, sur cette importance de rester exemplaire, de faire vivre une démocratie associative, justement, qui peut inspirer d'autres institutions dans la société? Quel est votre point de vue sur le sujet? C'est une question très vaste qui nous est posée. Oui, puis je prendrais la question de l'exemplarité dans l'autre sens. Est-ce que pour partie, elle montre un exemple souhaitable? Je pense qu'elle montre un exemple souhaitable, effectivement. Je pense qu'il y a des différences de degrés en fonction de certaines associations. Mais voilà quand même un lieu privilégié qui fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un lien très proche entre le très haut du politique et le très petit de notre quotidien. Et voilà un lieu où les individus peuvent aller discuter de questions politiques de manière, comment dire, apaisée et qui prennent corps dans leur vie à eux. Et je crois que pour ça, l'association et l'association sociale et médico-sociale, peut-être encore plus, l'association a un vrai rôle à jouer. Elle va même au-delà du rôle de corps intermédiaire, finalement, je crois. D'accord, très bien. Alors, avant que nous terminions cette émission, moi, je voudrais vous faire réagir sur une vidéo, une contribution vidéo de Patrick Vivray. Donc, cette contribution, dans cette contribution, le philosophe évoque notamment les liens possibles entre des dynamiques, justement, citoyennes, informelles, et la dynamique associative. On écoute Patrick Vivray et on en parle. Alors, si on cherche à caractériser les nouvelles mobilisations citoyennes, on peut dire qu'elles ont beaucoup de souplesse et même d'informalité. Elles ont évidemment beaucoup recours aux réseaux sociaux, aux usages des technologies de l'information et de la communication. Et elles ont une grande créativité, une grande capacité d'intelligence collaborative. La contrepartie, c'est que du coup, elles ont peu de mémoire et elles ont aussi une difficulté, évidemment, à s'installer dans la durée. Donc il faut aussi trouver des formes de relations, par exemple avec le mouvement associatif plus institué, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, tel que, pour reprendre l'expression fameuse, on est un jeu gagnant-gagnant. Cet espace commun de travail est, à mon avis, absolument nécessaire pour que l'énergie créative des uns ne finisse pas dans une espèce de dispersion et pour que la capacité des autres à s'inscrire dans la durée ne se traduise pas par une perte d'énergie créative et instituante. Alors Roger, voilà, Patrick Vivray nous parle justement de cette relation, de ce dialogue entre les dynamiques citoyennes un peu plus neuves, un peu plus désordonnées et la dynamique associative et de ces liens possibles. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette réflexion-là? On vient d'en parler. D'une certaine façon, ce qui est important dans les associations, c'est que ça circule. Et d'ailleurs, je note que ça circule, c'est-à-dire qu'il y a du renouvellement à l'intérieur des associations. Il y a 70 000 nouvelles associations chaque année. Tout à fait. Donc il y a un renouvellement, il y a une circulation. Donc ça, c'est très important. Il y a des mouvements citoyens, je le disais, qui ont... Enfin, quel est le problème majeur aujourd'hui de l'association? C'est quand même
de rentrer, ça a été dit par la présidente de l'URIOPS, c'est quand même de rentrer dans un dialogue civil. C'est quand même ça qui aujourd'hui... Alors, bon, il se trouve que Patrick est un ami, donc on a ce débat depuis très longtemps. Mais c'est très bien. Mais il y a une urgence aujourd'hui à rentrer dans un dialogue civil et donc à rentrer dans des formes qui soient instituées, sans brider la liberté créatrice des associations, mais à rentrer dans ce dialogue civil. Et ça, ça exige, à mon avis, que les associations prennent conscience de quelque chose qui est complètement nouveau. Elles ne sont plus représentées par le politique. Vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu une parole sur les associations de partis politiques? Très peu. Moi, je jamais. Mais même ceux qui en sont issus, c'est-à-dire même les écolos, même les Verts, n'ont pas de parole. Et ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que la question n'est plus tellement la question de la droite et de la gauche, la question, elle est du haut et du bas. Donc, cette question du haut et du bas, elle ne va pas être prise en charge par ceux qui sont en haut. Ça, c'est clair. C'est d'ailleurs tout le thème de votre émission, et c'est pour ça que c'est bienvenu. Mais c'est vrai pour le politique aussi. C'est-à-dire que les associations doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, elles ont un rôle politique en tant que tel, parce que, au fond, elles sont à la base de la devise républicaine, liberté, égalité, c'est elles qui la mettent en pratique. Et il faut revenir au bon vieux sens du mot politique, qui est l'action dans la cité, agir dans la cité à partir de ça. Et donc comment aujourd'hui les associations ont à réinventer du politique via des formes de participation en allant jusqu'à l'institution. Et pour être clair, l'institution qui, au fond, devrait être encore plus mise en avant, mais je remarque quand même que le gouvernement a fait un effort là-dessus, c'est quand même le Conseil économique, social et environnemental. Car là se situe effectivement un regroupement, pas simplement d'ailleurs des acteurs associatifs, mais enfin des acteurs, ce que Claire appelait les corps intermédiaires, de ces corps intermédiaires qui, précisément, peuvent jouer un rôle. Voilà. Mais il faudrait aller plus loin et par exemple, voilà, j'arrête là. Alors, je vous donne un exemple d'une mesure. Voilà, un tout petit exemple, ça tient en une phrase. C'est il faudrait que le CESE puisse avoir un moment où il décide de l'ordre du jour parlementaire. Ah oui, ça, c'est alors, parce que si c'est purement de la consultation, jamais la parole n'arrive. Voilà. Donc, voilà. Alors, quand on sait que même, au fond, même les députés de la majorité ne peuvent pas avoir aujourd'hui si facilement la main sur l'ordre du jour parlementaire, c'est toujours le gouvernement, je trouve que là, il y aurait une grande réforme, voilà, un petit moment, n'est-ce pas? Un petit moment dans l'ordre du jour parlementaire. Et bien ça, ce serait déjà une grande révolution parce que ça donnerait une vraie action, une vraie représentation politique. Mais vous entendez bien quel sens je donne au mot politique, c'est-à-dire la transformation de la cité avec ses citoyens. Et parce que c'est ça vraiment la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment fondamentalement refonder la citoyenneté, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon dernier livre. On vous a bien compris. Merci Roger. Claire, justement par rapport à ces propos de Patrick Vivray et peut-être par rapport à ces grandes propositions comme ça de renforcer la place des associations dans le dialogue civil, ce serait quoi vos propositions? Attendez qu'on s'approche de la fin, n'hésitez pas à ouvrir et n'hésitez pas à nous donner une belle conclusion comme l'a fait Roger. Je pense qu'il faut vraiment peut-être une dernière fois enfoncer le clou, mais le caractère notabiliaire des associations assurent plus aujourd'hui leur légitimité, ni civile ni politique pour le dire comme ça. Ce qui assure leur légitimité, c'est précisément leur capacité à faire, Roland Janvier le disait tout à l'heure aussi, à faire émerger et à faire
à rendre visible la parole des personnes et la parole des citoyens. Et les associations se retrouvent aujourd'hui en silo, des associations qui s'occupent du social, qui s'occupent du loisir, qui s'occupent de la culture, qui se retrouvent finalement en silo à s'occuper de champs sociaux qui sont les leurs, sans véritablement, et je pense que la proposition du CESE n'est pas très loin, mais sans véritablement avoir une forme de gouvernance qui permette à tous ces silos de se reconnaître entre eux et de faire, de devenir une véritable force. Comment finalement faire usage d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et pas très loin de faire usage d'une association qui produit, qui fait du foot, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien Claire, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup tous les deux pour ces dernières réflexions sur lesquelles nous allons désormais méditer. Alors, je vous rappelle que le cahier technique de l'UNIOPS intitulé « Les associations réinventent l'innovation » consacre tout un chapitre à cette question de la participation, un document que vous pouvez retrouver en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je voudrais également remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS, les équipes des URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour leur aide et leur soutien. J'espère que cette nouvelle émission de Solidarité TV vous aura plu et je vous donne rendez-vous le 15 avril prochain pour évoquer la question du numérique et de la solidarité, une émission que nous organiserons avec les URIOPS Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée sur Solidarité TV.